Vous m'entendez, oui? Merci beaucoup. J'ai la lourde tâche de conclure, donc. Et si je m'en réfère à mon histoire personnelle, conclure, c'est peut-être ce qui a été le plus compliqué pour moi, notamment avec les filles, mais on va, on va s'y mettre. Alors, beaucoup de choses ont été dites et on a beaucoup parlé de mixité sociale, et je vous remercie parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai été alimenté, vous avez vraiment alimenté ma réflexion. Je voulais peut-être vous parler de mon témoignage professionnel. J'ai un parcours dans l'aide et la protection de la jeunesse. J'ai travaillé 20 ans avec des publics très vulnérables, les jeunes et les familles. J'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent, on dissocie les jeunes de leur famille et il ne faut pas le faire. Et ce que j'ai vu dans ma pratique, il y a 3 variables qui sont constamment là. La première variable, c'est des profils familiaux très abîmés par leur parcours de vie, une surreprésentation des ménages monoparentaux et des familles qui sont explosées. La deuxième chose que j'ai vue très souvent, c'est des indices socio-économiques très faibles. La plupart du temps, des jeunes qui étaient et des familles qui étaient bien en dessous du seuil de pauvreté. Troisième grosse variable, c'est l'école. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais directeur au service de protection de la jeunesse, j'avais en permanence 400 jeunes que j'avais la grande chance d'accompagner. Et parmi ces 400 jeunes, et ça résonnait beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur la valorisation de l'enseignement général par rapport aux autres filières, sur les 400 jeunes, j'avais un jeune en général. La majorité de mes jeunes étaient en décrochage scolaire, et en décrochage scolaire de plusieurs années. Donc on n'est pas sur quelques demi-jours d'absence. Et une surreprésentation de l'enseignement spécialisé. Surreprésentation. J'avais très peu d'élèves qui étaient dans l'enseignement professionnel. Et en vous disant ça, en fait, il y a 3 axes sur lesquels il faut agir. Premier axe, bien entendu, c'est aider, accompagner au mieux ces familles, en partant du principe qu'elles ont des compétences, en partant du principe qu'il faut respecter leur choix éducatif, pour autant qu'ils ne soient pas contraires, bien entendu, à l'intégrité physique intellectuelle et sexuelle des enfants. La deuxième chose, vous l'avez compris, c'est avoir des politiques sociales beaucoup plus ambitieuses. Et là, je ne vais pas vous faire un plaidoyer sur l'importance du statut administratif des parents. Christine le ferait certainement mieux que moi, mais il y a une vraie réflexion à faire derrière cela, parce qu'on a des témoignages alarmants, vraiment alarmants, par rapport aux familles et par rapport, bien entendu, à la précarité qu'on va retrouver au sein de l'école. Aujourd'hui, à Bruxelles, 1 enfant sur 4 n'a pas de tartine. C'est énorme. Et toutes les conséquences dont on a parlé tout à l'heure en termes de concentration, en termes de développement cognitif, etc. Et puis, il y a l'école. Et l'école, elle fait de moins en moins sens pour beaucoup d'élèves. Les derniers chiffres, notamment en termes de décrochage scolaire, on pourrait parler de plein de choses sur l'école. En termes de décrochage scolaire, le premier trimestre, lorsqu'on voit l'explosion qu'il y a au niveau du décrochage scolaire, c'est très alarmant. Et on a parlé de beaucoup de thématiques. Je voudrais peut-être rajouter 2 thématiques en particulier. La première, c'est parler de la question de la démocratie, parce que ça faisait quand même partie des lignes de force de ce colloque. La démocratie à l'école. L'école est un lieu, parfois, qui peut être totalisant. Je rappelle toujours, historiquement, l'école telle qu'on la connaît, on a toujours enseigné, depuis la nuit des temps, on a enseigné. Et transmettre du savoir, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Mais ça fait 200 ans environ qu'on transmet du savoir comme on le fait. Et il faut mettre ça en lien, bien entendu, avec l'émergence d'une société industrielle. L'ADN de l'école, c'était de former, de donner un minimum de qualification et surtout d'avoir une main-d'œuvre qui soit bien obéissante. Et le programme que vous nous avez présenté, qui est très ambitieux, et honnêtement, bravo pour cette initiative qui est concrète. Parce que souvent, on a des initiatives qui sont des initiatives qui, j'espère ne vexer personne en disant ça, relèvent davantage d'incantation que de quelque chose qui a l'air objectif, valide et fiable, comme vous avez pu le démontrer. Et c'est important de mesurer. Alors, avec toutes les précautions méthodologiques d'usage, les indicateurs, il faut toujours être très prudent avec. Mais enfin, moi, je préfère être borgne qu'aveugle. Et je trouve que les démarches que vous avez entreprises vont vraiment dans ce sens-là. Mais parler de démocratie à l'école, on a beaucoup parlé des plans de pilotage. Dans les plans de pilotage, combien d'enfants ont participé à ces objectifs que les écoles ont mis en place? J'ai eu l'occasion d'être beaucoup en résonance avec les écoles lors
de ce plan de pilotage, alors que ce sont les principaux acteurs, ce sont les principaux concernés. Quelle est leur participation dans l'élaboration de ces plans de pilotage? Voilà. J'ai la réponse, hein. Je pense qu'on l'a tous. Mais donc, la démocratie à l'école, la démocratie dans une relation d'équité, c'est quelque chose qui est fondamental. Deuxième chose aussi qui est très important, c'est l'aspect ludique de l'enseignement. Nos cerveaux sont câblés, enfin, toutes les études le démontrent, pour apprendre de manière ludique. Aujourd'hui, malheureusement, on a encore trop souvent un enseignement qui reste dans l'ADN, c'est pour ça que je faisais le rappel avec l'historique de l'école, qui reste par rapport à ces fondamentaux. Je ne vais peut-être pas être trop long parce qu'on peut parler de beaucoup de sujets. Juste dire, et peut-être conclure là-dessus, il y a généralement 3 étapes quand il y a des initiatives innovantes qui vont dans la bonne direction. La première étape, c'est, on dit, c'est absurde, on se moque. Et probablement que c'est ce à quoi vous devriez faire face. On va se moquer de vous. On va dire que ce que vous faites est complètement irréaliste, que c'est absurde, etc. Lorsque vous continuez dans la bonne direction, il y a une deuxième étape qui arrive. C'est dangereux. Parce que ceux qui ont des privilèges n'ont pas envie de les perdre. Et donc, ils vont vous attaquer, vous dire que c'est dangereux. Et puis, lorsqu'on arrivera à une phase de concrétisation, ce sera évident. Ça, c'est la troisième phase que je vous souhaite de tout cœur. Et si je prends par exemple le premier ou la première femme qui a dit ce serait peut-être bien qu'on puisse voter, tout le monde s'est moqué d'elle ou de lui en disant c'est complètement absurde. Une femme qui vote, ça n'a aucun sens. Et puis, ça a fait son chemin. On a dit, ouh là là, c'est dangereux pour la cellule familiale. Qui va s'occuper de, etc. Et aujourd'hui, en tout cas en Belgique, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui remet en cause parce que c'est évident. Et j'espère que ce sera évident pour vous. Voilà, merci beaucoup.